Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Virginie Calmels, présidente fondatrice de Futurae, l'école des industries créatives et du marketing digital à Boulogne-Billancourt. C'est la première année d'ailleurs là que vous allez clore. Ah bah ça y est, oui, on accueille une deuxième promotion. C'est la deuxième promo. 200 élèves. Ça s'est bien passé la première promo? Super, enfin ils ont 3 ans, donc ils ont fait la première année de leur bachelor en 3 ans et ça s'est très bien passé malgré le Covid et un peu de cours en distanciel. Ah oui, c'est vrai que pour commencer une activité, se prendre le Covid dans la figure, surtout une activité d'enseignement, c'était sympa. Mais surtout pas de salon pour les recruter et là on va avoir les premiers salons qui reviennent enfin. Bon, enfin. Éric Heyer avec nous, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, membre du Haut Conseil des finances publiques, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social économique chez Flammarion Champ Actuel, et Guillaume Richard, président du groupe de services à la personne WeCare. Je vous redonne la parole, Guillaume, un peu plus court que juste avant la pause. Il faut que la parole circule. Donc, augmenter les salaires, augmenter le pouvoir d'achat sans augmenter les salaires. J'ai cité la prime d'activité. Ça peut être de l'intéressement, ça peut être de la participation, ça peut être de l'actionnariat salarié. À quoi pensez-vous? Parce que j'ai bien compris qu'il ne fallait pas y compter chez WeCare. En tout cas, si, mais on va faire ce qui est possible, mais on n'a pas les moyens de faire n'importe quoi, et voilà. Mais alors, les propositions de Croissance Plus, c'est notamment de basculer une grande partie de la protection sociale des Français, qui aujourd'hui repose en totalité sur les salaires. Très majoritairement, oui. Quasi exclusivement sur les salaires et quasi exclusivement sur les salaires des salariés du privé. Les retraités payent la CSG quand même, voilà. Le capital paye mais l'essentiel de la protection sociale de tous les Français repose sur essentiellement les salaires des... C'est le principe, les actifs payent pour les retraités, les bien portants payent pour les malades, enfin c'est le principe donc, de notre système. Et les travailleurs payent pour les chômeurs. Oui, mais ce qui fait que quand vous avez 100 de rémunération brute, vous ne touchez en réalité qu'un peu moins de 80 en rémunération nette. Bon, alors allons-y. Une des propositions de Croissance Plus, c'est d'augmenter sensiblement, très sensiblement la TVA, et en contrepartie, de réduire très sensiblement, extrêmement sensiblement, les parties de cotisation sociale que payent les salariés. On bascule sur l'impôt une partie. On bascule sur la TVA, la protection sociale. Sur l'impôt. Bon, mais c'est de la TVA solidaire et qui a plusieurs avantages, et notamment l'avantage d'être payé par tout le monde et d'être payé aussi par tout le monde. C'est pas que par les Français, c'est aussi par les touristes qui consomment en France. Bon. Et donc se faire payer une partie de notre protection sociale par des touristes, ça portera aussi sur les importations faites en France. Et à l'inverse, quand vous baissez le coût de la production en France, vous pouvez plus facilement exporter. Donc il y a beaucoup d'avantages. Par rapport à cette TVA solidaire, qui est la TVA sociale que l'on a connue il y a quelques années, renommée, mais bon. Et puis 5 points de TVA quand même. Ouais. Tant qu'à faire, faisons les choses. On est à 20 sur le taux maximum, 25, ce serait le taux maximum toléré par les Européens. C'est le taux maximum, mais qui serait compensé très largement par des augmentations de rémunération nette. Oui, j'ai compris que le salaire net augmente. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que toutes les propositions qui vont permettre de revaloriser le travail sont bonnes à étudier ou à prendre. Jean-Claude Maillet en a une super. La première lame, on l'a connue, c'était la lame des 35 heures. Alors, les économistes diront, il y a ceux qui pensent que ça favorisait l'emploi. Bon, je ne rentre pas dans le débat. C'était une hausse de salaire. Je regarde juste ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a une première lame de changement de la société vis-à-vis du travail. On est rentré dans la société du loisir. Dans les embauches, moi j'embauchais beaucoup à l'époque, des entretiens d'embauche, une des questions qui arrivait quasiment en tête de liste, c'est combien de RTT, mes vacances, combien... Bon, donc on a eu un autre rapport au travail, c'était la première lame des 35 heures. Avec le Covid, on vient de vivre une seconde lame. Changement du rapport au travail, le télétravail qui se met en place, des gens qui privilégient aussi leur mode de vie, qui se disent tiens finalement je quitte les métropoles, je vais travailler plus loin, je vais forcer au fond mon employeur, parce que sinon l'employeur les perd, à réorganiser le travail et pourquoi pas faire un mix entre du présentiel et du télétravail. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui et vous voyez que beaucoup de salariés disent hop, on revient pas en présentiel à temps plein, on fait un mix, pourquoi pas? C'est une nouvelle flexibilité, c'est intéressant, mais c'est une deuxième lame. La troisième lame, ça risque d'être l'idée du revenu garanti minimum pour les jeunes. C'est-à-dire qu'on est en train de tellement changer le rapport au travail qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on a eu les gilets jaunes, c'est qu'à un moment donné, les gens disent attendez, moi je bosse, je me lève tôt, je travaille dur et finalement j'arrive pas à joindre les deux bouts et à contrario, j'ai quand même un système ultra protecteur qui fait que si on bosse pas ou
qu'on bosse pas beaucoup, ça paye pas. Donc moi je crois qu'il est vraiment temps de revaloriser le travailler plus pour gagner plus, une solution. La TVA sociale, moi je trouve que ça reste une solution intéressante. Alors là, elle est à 5 points, donc c'est aller très loin dans la proposition. Mais pourquoi pas? Moi, il me semble quand même qu'à un moment donné, on ne peut pas faire fi du fait qu'on a des gens qui travaillent, qui se donnent du mal et qui ne peuvent pas gagner moins que des gens qui finalement travaillent moins. Et on a quand même... on va la réforme de l'Unédic, on va en parler après, mais... Qui est, à mon avis, une bonne réforme. Mais il y a ça, mais regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu une pénurie de main-d'œuvre. Ils ont arrêté les aides. Il y a les hausses de salaire d'un côté. Mais c'était prévu, c'était le calendrier prévu. C'était le calendrier prévu, je le rappelle, par l'administration Trump, si décrié en France. L'administration Biden, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a complètement suivi ce qui était certes prévu, mais c'est quand même un signal fort de dire tiens, j'ai une pénurie de main-d'œuvre, je coupe les aides. Donc on a quand même à revaloriser le travail. Bon. Je trouve que la proposition de Xavier Bertrand, elle est intéressante aussi. C'est de la dépense publique, hein, alors, vous savez, c'est une super prime d'activité jusqu'à 2 000 € par mois pour tous, y compris les indépendants. Vous savez que je suis pas une fan de la hausse de la dépense publique. 5 milliards, hein, en revanche, je pense à un moment donné, et on le voit, on vient de parler de la hausse de l'énergie, et on pourrait décliner les hausses dans beaucoup de domaines. Il y a un moment donné, et une fois encore, moi j'étais en soutien du démarrage de la crise des gilets jaunes, parce que mettons-nous à la place de quelqu'un qui est une femme seule avec 3 enfants qui se lève tôt le matin et qui n'arrive pas à joindre les 2 bouts à la fin du mois. Il y a un sujet, c'est pour ça que le SMIC aussi, c'est des tabous, et c'est une libérale qui vous le dit, mais pourquoi ne pas, à un moment donné, effectivement donner des coups de pouce? Il y a des effets pervers, on est le pays des effets de seuil, mais il faut à un moment donné que des travaux, et notamment les plus pénibles, les plus difficiles, mais aussi les plus importants, et la crise Covid l'a montré pour le fonctionnement du pays, soient mieux rémunérés. Le service à la personne, c'est clé. Donc je veux dire, ce qu'on ne paiera pas d'un côté, de toute façon, il faudra le payer de l'autre, parce qu'à un moment donné, dans le service à la personne, il y a aussi tout le sujet du vieillissement de la population. Donc moi, il me semble que alors là, le concours Lépine est ouvert, mais je vois que il me semble capital, parce que si on passe à côté de ça, pour moi, c'est une transformation majeure de la société et de son rapport au travail. Donc la prime au travail de Xavier Bertrand, qui est une super prime d'activité, également le retour des heures supplémentaires défiscalisées sans limite dès la 36e, et puis l'intéressement pour les salariés dans les entreprises, mais cette fois-ci obligatoire. C'est des belles mesures. Dès les boîtes de toute petite taille. Toute cette panoplie-là, Éric Heyer, et notamment la TVA sociale, parce que chaque fois qu'on a prononcé le mot TVA, ça se passe généralement assez mal dans l'opinion. Et on voit bien que toutes les entreprises n'auront pas la possibilité, notamment du fait des cotisations sociales en France, d'augmenter massivement tous leurs salariés. Non, mais il y a 2 questions autour de la TVA sociale. Il y a d'abord le financement de la protection sociale. Comment on doit financer la protection sociale? Est-ce que c'est par des cotisations ou est-ce que c'est par un impôt? Est-ce que c'est beveridgien ou bismarckien? C'est un changement mais ça, c'est radical. Un changement. Alors, il faut un peu expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des cotisations chômage, retraite. Plus je cotise, plus j'ai des droits. Donc, c'est pas grave que le salaire, que j'ai une différence entre mon brut et mon net, parce que je m'assure. Je m'assure si j'ai un accident, je tombe au chômage. Mon employeur qui m'a mis au chômage m'aide à en retrouver un, et moi j'ai une assurance, donc je peux travailler. La retraite, c'est un salaire différé, plus je cotise, plus j'ai des droits plus tard. Donc que ça soit fait par les cotisations, c'est normal. En revanche, effectivement, une partie de la protection sociale qui est famille et qui est une partie maladie, tout le monde y a droit, c'est universel. Donc effectivement, pourquoi seuls les salariés payent pour tout le monde? Ça, c'est pas normal, effectivement. On pourrait considérer que cette partie-là, mais oui, c'est cette partie-là, c'est pas une TVA sociale à 5 points, c'est dire, dans mon financement à la protection sociale, qu'est-ce qui est de l'universel? Je le finance par de l'impôt. Qu'est-ce qui est de l'assurantiel? Je finance par les cotisations. On est complètement d'accord. Donc, on pourrait être d'accord. Donc, c'est pas forcément 5 points. Il va falloir réfléchir à combien. Si, parce qu'il y a aussi les salariés et les entreprises. OK, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quel type d'impôt? Parce que vous avez dit, finalement, c'est un impôt, Nicolas. Oui, mais le choix, c'est la TVA. Est-ce que c'est le meilleur impôt? D'accord. Alors, là aussi, si vous voulez gagner en compétitivité, c'est le meilleur impôt. Mais vous faites payer votre protection sociale par les étrangers. Est-ce que c'est logique? Si on veut une protection sociale... On ne se rend pas compte, c'est invisible. Mais oui, mais d'accord. Mais c'est quand même pas... Ouais. Alors on va dire, notre protection sociale, la maladie, c'est les Chinois, les Italiens, les Espagnols qui vont la payer. Il faut assumer. Si on va avoir une protection... Assumons. Mais si on va assumer, c'est à nous à la payer. C'est pas aux étrangers par un biais de compétitivité. On a fait l'euro. On a fait l'euro pour arrêter de se faire la dévaluation. D'accord? Entre nous.
Si vous mettez la TVA sociale, c'est comme si vous dévaluez l'euro franc par rapport à l'euro lire ou à l'euro peseta. Aujourd'hui, on a un taux qui est inférieur à ceux de nos voisins. Alors d'accord. On est sous la moyenne, effectivement. Ok, alors sauf à dire, voilà, on est en déficit commercial, nous. L'Allemagne est en excédent commercial gigantesque. Donc la TVA sociale me permet de revenir. Mais il faut que ça soit concerté avec nos partenaires européens. En disant, voilà, ce qu'on fait là, c'est on fait une dévaluation chez nous pour regagner en compétitivité sur vous. Vous l'assumez, vous l'assumez pas. Est-ce que l'Allemagne, avec ses 7 points, 8 points d'excédent, est pas trop élevée en termes d'excédent? Peut-être. Donc eux, il faudrait qu'ils fassent une TVA sociale inversée. Oui. Il faudrait qu'ils baissent la TVA et qu'ils augmentent les cotisations pour que, justement, l'euro soit... Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est une logique. Moi, ma préférence, c'est plutôt la mettre sur la CSG. Vous voyez, se dire, puisque c'est tous les revenus qui doivent contribuer à la maladie, donc à la santé, à la famille, tous les revenus sont taxés par la CSG, que ça soit un revenu, que ce soit un revenu du capital, un revenu du travail. À partir du moment où je gagne 1 euro, quelle que soit la nature de cet euro, il passe à la CSG. Il passe à la CSG. C'est peut-être plus logique dans notre histoire de dire, si on veut être bien protégé, si on veut avoir une belle politique familiale, c'est pas aux Italiens à la financer, c'est à nous Français, c'est à nous qui décidons où on la met. Mais vous n'augmentez pas. Guillaume Richard. Dans ce cas-là, vous n'augmentez pas le pouvoir d'achat des salariés. Alors, bien sûr que si, parce que les cotisations vont baisser beaucoup plus. Le salarié va toucher les baisses de cotisation et va un peu payer de CSG. Ce qu'il paiera en CSG sera inférieur à ce qu'il gagnera en baisse de cotisation. Et donc, il y a quand même une hausse. Mais c'est ce qui s'est passé au début de quinquennat. Hein. Il y a eu ce mouvement-là. Avant la réforme de l'UNEDIC, qui est même le sujet du jour aussi, j'aimerais avoir votre réaction en peu de mots sur ce que Jean-Claude Mailly propose hier dans les colonnes des Échos. Alors c'est vraiment à la fin du billet qu'il co-signe dans les Échos, ça fait 5-6 lignes, mais il dit voilà, le bon truc c'est qu'il faut un dividende salarial, donc vous Guillaume, vous devez verser un dividende salarial à vos salariés, et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le droit de verser un dividende aux actionnaire. Alors, il y a des points je ne sais pas trop à quoi ça ressemblerait, mais bon... Mais je trouve qu'il y a des points qui sont intéressants, c'est-à-dire que lier le fait qu'on ait une augmentation de la rémunération globale de nos salariés à la performance économique de l'entreprise, je trouve que c'est intéressant. Parce que quand vous faites... L'intéressement ou la participation. La participation, c'est lié à un objectif commun, mais... Absolument. L'intéressement, il y a un objectif commun. La participation, c'est juste un calcul automatique sur le bénéfice. Je trouve que c'est intéressant parce que quand vous faites juste une augmentation des salaires... Là, c'est l'idée, c'est que c'est obligatoire. Alors, non, l'obligation, de toute façon, bien évidemment, c'est aberrant. Mais lier les intérêts des salariés, de l'entreprise, des actionnaires et au final siffler la fin de la lutte des classes, parce qu'aujourd'hui les intérêts des salariés, des entreprises et des actionnaires, ils sont la plupart du temps convergents, et donc tout ce qui peut aller vers une convergence des intérêts de ces trois acteurs, c'est favorable. Et donc si demain on a des mécanismes qui incitent les entreprises à permettre à leurs salariés d'augmenter leur rémunération quand l'entreprise gagne plus d'argent, j'y suis totalement favorable. Vous déclarez dans le Figaro à la fin de l'été qu'à terme, les salariés de Wicker doivent détenir 50% de l'entreprise, notamment avec la distribution d'actions gratuites, et qu'il est normal que leur entreprise leur appartienne en retour, car ce sont les salariés qui la font vivre. Et en plus, votre famille est présente dans le capital de Wicker, mais vous dites, moi je ne suis pas là pour léguer mon groupe à mes enfants. L'actionnariat salarié est une manière de récompenser les collaborateurs de leur engagement. C'est ce que je crois fondamentalement. Non, mais mes enfants, ils ont le seul mérite de m'avoir supporté pendant tout le début de leur vie. Je vois pas pourquoi ils auraient par ailleurs l'ensemble des fruits du travail et que ça deviendrait quelque chose, une espèce de rente qui se transmettrait de génération en génération. Moi, effectivement, je suis pour que l'entreprise puisse revenir à terme aux salariés, mais pour ça, il faudra qu'il y ait un certain nombre d'évolutions, notamment sur le mécanisme des actions gratuites, parce qu'aujourd'hui, quand vous donnez des actions gratuites à vos salariés, non seulement vous êtes taxé, mais en plus, il y a des règles qui font que c'est très compliqué de rassembler tous ces salariés au sein d'une même entreprise. Donc ça, il y a des évolutions. On ne va pas entrer dans la technique, mais il y a des évolutions à avoir pour le permettre facilement de céder son entreprise ou de donner son entreprise à ses salariés. La façon dont vous le racontez, dont vous l'assumez, est assez peu courante, donc ça mérite d'être souligné. La réforme de l'assurance chômage. On a un système qui est quand même pour moi une anomalie, qui fait que depuis une bonne vingtaine d'années, avec le système de la permittence, reposant sur le mode de calcul du salaire journalier de référence, Virginie Calmels, je le caricature le sujet parce que je ne peux pas m'étendre pendant des heures, le seul capable de l'expliquer dans son extrême complexité s'appelle Stéphane Carcillo, il l'a fait ici, j'y arrive pas.
faire comme lui, très franchement. Mais bon, le principe est que, avec ce système de salaire journalier de référence, quelqu'un qui travaille un jour sur deux peut se retrouver en fin de mois avec un pouvoir d'achat plus élevé. Plus élevé ou équivalent à quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein. À mi-temps même. Ouais. Et donc ça veut dire que... Et en plus, il a eu le temps pour travailler au black en plus. C'est une incitation, effectivement, pour les employeurs comme pour les salariés, à choisir de manière un peu délibérée ce cumul d'emplois courts et de périodes indemnisées par le chômage. À compter d'aujourd'hui, les nouveaux inscrits, parce que ça n'est pas rétroactif, ne bénéficieront plus de ce dispositif. L'Unédic a chiffré sur un an à 1,1 million le nombre de chômeurs qui connaîtront le nouveau système et ça leur fera perdre 17% d'allocations par mois. La question est de savoir si ça va modifier les comportements, Virginie Calmel. Oui, ça met fin à une anomalie, je pense. Moi, j'en suis absolument convaincue. Comme le gouvernement, alors. Mais oui, je pense que c'est d'abord... Elisabeth Borne nous dit que ça va marcher. Je pense que c'est une bonne mesure. Je pense même qu'on pourrait aller encore plus loin. On va déjà faire ça. Oui, mais franchement, il y a un moment donné, et là encore, je vous parle en tant qu'employeur. Vous êtes une entreprise. Aujourd'hui, vous demandez à tous les patrons qui étaient présents à la REF ou vous demandez à la CPME, etc. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est le recrutement dans un pays qui a beaucoup de chômeurs. Alors, je ne vais pas aller sur le manque de qualification pour un certain nombre de métiers en tension. On a parlé des salaires aussi et des gens qui se réorientent. Mais il y a un autre problème, c'est qu'au fond, vous avez, et c'est pour ça que je parle d'une transformation sociétale profonde, c'est que vous avez des gens qui refusent des CDI. Ils refusent des CDI alors qu'avant, on aurait dit on se bat pour un CDI. Et puis vraiment déjà le CDD et alors le côté freelance, tout ça. Aujourd'hui, on a un effet qui est intéressant à observer, c'est que vous avez du refus de CDI. Et pourquoi ? Parce que effectivement, il y a eu des problèmes dans le système. Donc vouloir corriger, vouloir rajouter un peu plus de justice, vouloir dire attendez, la permittence, c'est quelqu'un qui a mi-temps. Est moins indemnisé que quelqu'un qui travaillerait 15 jours sur 2. Il y avait un problème, voilà. Donc il faut corriger le problème. Et comme toujours, moi je crois qu'il y a des effets d'aubaine. On en parlait sur la crise Covid, etc. Certains ont profité tout le jour. Dès qu'il y a un interstice, les gens se glissent dedans. Donc pourquoi ça n'aurait pas d'effet quand vous changez la règle ? Vous verrez, à mon avis, il y a quelques personnes qui vont changer leur comportement en se disant finalement, je vais revenir dans un système plus classique où vous êtes indemnisé parce que vous avez travaillé, pas parce que vous avez joué sur la dégressivité, le temps. Vous avez beaucoup de gens, pardon de le dire comme ça, mais qui attendent un an, voire plus, pour chercher du travail. Puisque indemniser... Ça dépend peut-être des pédigrés des gens qui sont indemnisés très largement, 80% la première année, vous avez des gens qui se disent, il n'y a pas d'urgence, je fais un petit break de vie, je profite. Là encore, c'est une appréciation de son mode de vie. Simplement, qu'est-ce qui se passe ? C'est de plus en plus difficile de retrouver un job si vous avez été absent longtemps du marché du travail. On considère qu'au bout de 6 mois, on commence à s'écarter. Tout le monde le sait. Donc au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est beaucoup trop long. Voilà. Donc changeons les règles pour favoriser une fois encore le fait de garder un lien avec le travail. 900 000 permittants aujourd'hui d'après Elisabeth Borne. Moi, vous êtes David. Non, je voudrais juste illustrer. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai des salariés aujourd'hui qui me disent je veux bien venir bosser chez vous, mais pas en CDI. Vous me faites un CDD. Pourquoi ? Parce que en fait, à la fin, ils gagnent. Les gens ne sont pas des experts du SJR. Je pense pas. En fait, ils ne sont pas des experts du SJR, ils sont des experts de ce qu'ils ont à la fin du mois dans leur poche. Ils savent compter. Ils savent juste compter. Et ils me disent c'est pas contre vous. C'est pas, je veux pas forcément gruger, mais comprenez bien qu'aujourd'hui, le système me pénalise si je prends un CDI par rapport à si je prends un CDD et si je complète par un petit peu de travail au noir. J'en suis désolé, mais je n'ai pas d'autre choix. Et je les comprends parfaitement. Et c'est pas du tout quelque chose dans lequel je me mets en méchant patron qui dit tiens, il y a des gens. Non, c'est juste normal. Je ferai exactement la même chose à leur place. Quand ils m'expliquent qu'aujourd'hui, si jamais ils franchissent un seuil de rémunération déclaré, ça leur fait perdre jusqu'à 200 à 300 euros d'allocation nette par mois, ce qui est la réalité de la situation de très nombreux Français. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on a mis, on a des effets de seuil qui sont absolument dramatiques. On en a parlé plusieurs fois ici. C'est exactement ce cas-là. Et donc, ils préfèrent avoir des CDD sur une partie de l'année et compléter après par du travail non déclaré. Et c'est pas bien. Je suis d'accord éthiquement, mais franchement, je serai à leur place, je ferai la même chose.
Bon. Le système est mal fait, on est en train de le corriger, super. L'UNEDIC est dubitative, dubitative sur le fait que ça va fonctionner, mais à côté de ça, elle se base sur des comportements anciens à l'époque où ce système était en place, Éric Heyer. L'idée est quand même de savoir si ce qu'on fait là, au-delà des économies que ça peut générer, ça va être efficace, quoi. Oui, parce que en fait, le problème, bien sûr que tout ce qui a été dit est juste. Il y a sans doute des personnes, des salariés qui le font. Le problème, les employeurs aussi. Hein. Et j'allais y venir. Il y a aussi les employeurs d'un autre côté. Dans les intermittents du spectacle, exactement. On sait que l'Opéra de Paris, France Télé, ils sont très. Est-ce que c'est la règle, d'accord, ou est-ce que c'est l'exception? Vous voyez, c'est ça la question. Et mettre une règle pour tout le monde sur un comportement exceptionnel qui toucherait 10-15%, il faut faire attention aux effets de bord. C'est-à-dire les personnes qui ne jouent pas avec ce système et qui vont être pénalisées par les nouvelles règles. Oui. Parce qu'une vraie assurance chômage... Mais Éric, et ce système tel qu'il est-il sain, même pour ceux qui ne jouent pas avec ? Le fait de pouvoir avoir une rémunération qui est pratiquement la rémunération de quelqu'un qui travaille 2 fois plus. Pourquoi on a laissé les intermittents du spectacle, hein? Si on y touche, on bloque le pays. Mais pas que, parce que c'est important de maintenir. Vous voyez, une assurance chômage. Ça devrait être de la politique de la culture. D'accord, okay, et pas l'UNEDIC qui mais paye. c'est un peu le même système. Une vraie assurance chômage, vous voyez, en théorie. Vous voyez, il y a eu des prix Nobel, c'est en 2010. Layard, Nickel, Jackman. D'accord, ils ont eu le prix Nobel sur cela. Quelle est la bonne assurance chômage? L'assurance chômage, dans la théorie économique, c'est que ça doit vous assurer que lorsque vous tombez au chômage, on vous maintient pendant un temps votre consommation, votre revenu, votre consommation. On vous la maintient pour vous dire, pendant ce temps-là, quand vous tombez au chômage, vous devez mettre toute votre énergie à retrouver un emploi. S'il y a une baisse trop forte de votre consommation, vous allez réfléchir à mince, il faut que je déménage, je peux plus payer mon loyer. Tiens, mince, il faut que je change mes enfants d'école parce que ce quartier est trop cher. Tout ce temps perdu. Mais on remet pas en cause sauf que là, ça ne règle pas. Vous voyez, là, on va baisser l'indemnisation d'un certain nombre de personnes. Imaginons que ces personnes-là ne jouent pas au système, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à avoir mieux qu'un mi-temps. D'accord ? Vous allez leur baisser leurs revenus et là, ça va être la catastrophe. C'est pour les nouveaux entrants. Hein, mais d'accord, c'est pour les nouveaux entrants. Donc oui, mais là, la question est de savoir, est-ce que ce comportement qu'on essaie de combattre est un comportement majoritaire ? Et donc, il faut effectivement mettre une règle. Ou est-ce que c'est un comportement minoritaire? Et c'est pour ça que les économistes aujourd'hui de l'UNEDIC, qui regardent ça de près, ils disent c'est quand même minoritaire. Faire une règle pour essayer de régler une minorité, ça va avoir des effets de bord extrêmement conséquents sur le reste. Et donc, sur la macroéconomie, ça ne va pas être positif. On verra bien. Mais effectivement, il y a ce danger, et ce danger n'est pas du tout respecté. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que vous êtes de mon avis lorsque je considère que ce système de permittence est une forme d'anomalie dans sa conception de départ? Encore une fois, mais est-ce que c'est faire... Donc il faut corriger les gens qui ont... Est-ce qu'il faut le corriger pour tout le monde? C'est-à-dire faire une règle pour tout le monde ou dire on arrive assez facilement à voir qui joue avec le système? Mais faire du fine-tuning aussi. Et ben, voyez, et là, alors dans ces cas-là, il faut faire attention aux effets de bord et espérer que les effets de bord soient plus faibles que les effets positifs recherchés par cette mesure. C'est juste là le danger. Sinon, bien sûr, tout le monde est d'accord avec ce système-là. Et pourquoi les économistes sont contre, à votre avis? C'est parce qu'ils ont regardé et les effets de bord vont avoir des effets beaucoup plus désavantageux que les effets de la règle. Et ben voilà, la somme des deux va être plutôt négative. Oui, mais Éric Heyer, vous venez de le dire, les prix Nobel, il y avait des droits, mais il y avait des devoirs. C'est-à-dire mettre toute son énergie à trouver un job. Donc c'est bien là aussi qui est le cœur d'une réforme comme celle-là. Mais qui manque dans cette réforme. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il faudrait aller plus loin, moi, dans la réforme de l'assurance chômage. C'est que le vrai sujet, c'est finalement, quand vous proposez un CDI, on vous le refuse. Et comment on peut, dans ce pays, accepter... Est-ce que ça, c'est la règle? Non, mais là encore... Est-ce que les Français, en règle générale, quand on leur propose un CDI, ils nous disent non? Mais pardon, mais aujourd'hui... Je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est la règle ou est-ce que c'est l'exception? Que ce soit la règle ou l'exception, de toute façon, c'est choquant. C'est pourquoi tout le monde devrait payer pour des personnes qui prennent d'elles-mêmes le loisir ou le mode de vie ou ce qu'elles veulent, de refuser un emploi. Mais oui, mais là, il faudrait aller sur ces personnes-là. Mais là, on refuse. Mais là, on n'est pas sur la... On est d'accord, on n'est pas sur une règle globale, mais on est sur le fait que ça existe aujourd'hui. Et c'est à dénoncer et à corriger. Alors, il y a toujours des effets de bord, mais ça, on ne le fait pas. Donc, c'est quand même, à un moment donné, le problème, de mon point de vue, c'est qu'on ne peut pas, d'un côté, avoir autant
autant de secteurs en tension, avec autant, parce que quand on est sur la qualification, je le mets de côté, mais quand on est sur des jobs très peu qualifiés, pourquoi on a autant de jobs aujourd'hui ouverts, non pourvus, et autant de chômeurs de l'autre côté? C'est bien qu'il y a un sujet. C'est bien qu'à un moment donné, il y a des personnes qui disent « je ne veux pas de ce job, je ne le prends pas » ou « je ne veux pas de ce CDI parce que je m'en sors beaucoup mieux avec la... » Parce que c'est quand même ça la réalité. C'est qu'au fond, on ne vit pas si mal parce que la France a un système protecteur et on peut en être fier. Mais à un moment donné, il faut réhabiliter le travail. On a 1 minute 30 Donc moi, je pour terminer. trouve que cette réforme est bonne, mais qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin pour justement aller regarder, et je suis d'accord avec vous, j'aime pas les règles pour juste des exceptions. Mais là, attention à pas confondre l'exception et la règle. Pour terminer, la règle fait que, effectivement, plus de 90% des Français préfèrent un CDI, et c'est pour ça que vous avez à moins de 10% de chômage. Mais là, on est en train de s'attaquer aux gens qui sont on est en train de s'attaquer justement à une partie. Non, mais je pense que si vous questionnez les chômeurs, on auront sans doute majoritairement un CDI qu'un CDD. Mais ça dépend, ça dépend des coins. Et justement, là sur le, parce qu'on s'intéresse juste à ceux qui sont en permittence. On s'intéresse juste à ceux qui sont sur la permittence. On s'intéresse juste à ce cas-là. Et le rapport au travail a changé. Je pense que ça, c'était valable il y a quelques années. Vous avez totalement raison. Moi, je suis frappée de voir que le rapport au travail est en train de changer et profondément dans les jeunes générations. Ils préfèrent être indépendants, ils préfèrent être freelance. Ils acceptent une part de risque bien supérieure à ce qui se passait dans le passé. Mais du coup, ils sont aussi capables de refuser des CDI parce que finalement, pour eux, c'est pas si valorisant que ça. Réaction de Toulouse, c'est son nom. Le mode de calcul du SGR reste avantageux en Autriche, me dit-il, et le taux de chômage est plus bas qu'en France. Oui, enfin, il n'y a pas que l'assurance chômage dans les explications structurelles de ce hiatus entre ces difficultés de recrutement et pourtant ce chômage qui reste important. Et puis Thierry, lui, considère que si on monte la TVA, c'est pas les étrangers qui payent, mais bien les Français. On est d'accord que si on monte la TVA, tout le monde paye. Tout le monde paye. Tout le monde, mais les étrangers aussi. Mais les étrangers. Alors que la CSG, c'est que les Français. Est-ce qu'on fait payer une partie de notre protection sociale par les étrangers? C'est une question. Je l'avais pas pensé comme ça, mais bon. C'est l'impôt qui ne se fait. Ça fait partie des impôts qui sont un peu. Alors, l'inflation, c'est l'impôt qui ne se voit pas. C'est quand je ne gagne plus d'argent, je le vole. Mais bon, la TVA, c'est quand même les meilleurs impôts. Hein. Assiette taux bas, assiette large. Mais peu de personnes dans la rue, c'est ça que vous voulez dire. On ferme le café dose, me dit-on dans l'oreillette. Merci à tous d'avoir été là pour cette semaine. Virginie Calmel, Cyril Cailleur, Guillaume Richard. Et on se retrouve lundi à 9h.